Kana. Avant, voilà. Alors, donc, nous allons donc accueillir notre senior data scientist qui est du côté de Prague, en République tchèque. Donc, docteur Michel Kana, il était jusqu'à tout récemment le responsable data science dans une grande boîte Social Bakers. Ceux qui connaissent dans la recommandation des influenceurs dans les réseaux sociaux, Social Bakers. Donc, Michel a travaillé pendant longtemps. Il est passé par, je crois qu'il est passé par l'Allemagne dans ses études supérieures. Il a commencé au Cameroun là. Et il est passé par l'Allemagne. Il a fait un PhD du côté de Prague. Et il a beaucoup travaillé dans, voilà, il est en même temps aussi à cheval entre l'industrie et le monde universitaire. Également, il est un grand blogueur sur Towards Data Science, donc tout ce qui est IA, et il a aussi tout récemment eu un diplôme de Harvard University. Donc, il va aujourd'hui nous parler de ce sera vraiment concret, pratique. Il y en a qui nous posaient des questions de savoir est-ce qu'on aura des choses assez pratiques. Donc, Michel va parler d'un sujet assez intéressant, comment on peut utiliser l'IA pour résoudre un problème pratique de nos langues, la langue maternelle vernaculaire en Afrique, par exemple. Est-ce que l'IA peut empêcher nos langues de disparaître, nos langues en danger de disparaître? Donc, je passe la parole à Michel. Est-ce qu'il est là? Son micro passe. Allô, Michel? Oui. Salut, Justin. Salut, Michel. Bienvenue. Alors, est-ce qu'on a des slides là? Non? Si. Je vois le tableau blanc. Super. Parfait. Tu as la parole. Chers auditeurs, modérateurs, invités et organisateurs, vous m'écoutez? Oui, on entend. Grâce au langage, peut-être que vous pouvez couper votre vidéo pour améliorer la qualité de la réception chez certains participants. C'est bon comme ça? Merci, ce serait pas. Oui. Merci. Parfait. Grâce au langage, nous écrivons des courts messages Facebook, un tweet par-ci, un chat par-là, un email, et chaque fois, nous transformons des pensées en mots ou en symboles, les emojis par exemple. Je me suis dit que cela vous intéresserait d'appliquer l'intelligence artificielle dans le contexte du langage humain, pour peut-être vous reconnecter à une culture qui est ou qui a été la vôtre. Mais avant, permettez-moi de vous poser une question. Combien de langues y a-t-il dans le monde? Allez, je vous invite à nous le dire dans le chat. Combien de langues? Il n'y a pas de fausse réponse. Combien de langues pensez-vous qu'il y a dans le monde? Un chiffre. Alors, dans le chat, je vois 5 000, 12 000. Très bien. Encore? 1000 langues? 30 000. Parfait. 2500, 7000 langues. Plusieurs langues, ouais, ça c'est clair. Plus de 7000, plus de 6700. Waouh, c'est combien là? 1 million de langues. Ouais. Et voilà. D'après UNESCO, il y en a environ 7000 de langues vivantes actuellement dans le monde. Merci, merci d'avoir participé. Vous pouvez continuer, bien sûr, dans le chat. Alors, j'ai dernièrement lu et j'ai été impressionné qu'il y a environ 7000 langues actuellement parlées dans le monde. Je me suis dit, waouh! Mais après, je me suis rendu compte que près de la moitié des langues du monde vont disparaître d'ici la fin de ce siècle. Je répète, près de la moitié de ces 7000 langues, ou 1 million, comme quelqu'un écrit,
vont disparaître d'ici la fin de ce siècle. Et donc voilà, pendant que dans 2 semaines, une langue va mourir. Hein. Et à la fin de ce mois, on aura 2 de ces belles langues qui n'existeront plus. J'ai donc fouillé le net pour trouver une figure des exemples de personnes impactées par la disparition d'une langue. Je voulais me connecter avec ces personnes. Voilà, je vous introduis à Cassie. Elle était l'un des 8 derniers locuteurs de la langue Nou en Afrique du Sud. Et voilà, elle est décédée en 2013, paix à son âme. Et là, ça m'a touché. J'ai continué et j'ai trouvé Suleiman. Selon un article, il était l'un des 3 derniers locuteurs de la langue Mabir au Tchad. Et là, c'était en 2001 et il n'était pas très jeune. Je ne sais pas où Suleiman est, mais voilà, c'est la situation de la langue Mabir au Tchad. En continuant, je voulais un exemple plus récent. J'ai trouvé Manuel et Isidro. Manuel a 78 ans, Isidro a 72. Et ils sont les 2 derniers locuteurs de la langue Ayapaneco au Mexique. Et tout récemment, Vodafone a fait un reportage sur ces 2-là. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'une langue disparaît? D'après les recherches, une langue est en danger lorsque les parents ne l'enseignent plus à leurs enfants et qu'elle n'est plus utilisée dans la vie quotidienne. Alors, je me suis dit, bon, oui, ok, je suis parent aussi, et la société, oui, on peut mettre la responsabilité sur les parents, la société. De l'autre côté, je me suis dit, comment réduire la dépendance, je m'excuse, comment réduire la dépendance entre la survie d'une langue et ses locuteurs. Donc, comment réduire cette dépendance? L'intelligence artificielle, vous le faites mieux que moi. Imaginez un avenir dans lequel les langues ne dépendent pas des locuteurs natifs pour vivre. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas une idée nouvelle. Je n'ai rien inventé dans ma petite chambre. Les gros noms le font, Microsoft, Google. L'intelligence artificielle rend les langues en danger plus accessibles en comblant le fossé de traduction entre ces langues et le reste du monde. Alors, si on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire quelque chose, alors pourquoi pas? Je me suis dit que je peux partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc, ensemble, nous pouvons découvrir aujourd'hui un exemple de modèle de machine learning que vous connaissez, la plupart d'entre vous, mieux que moi. Simple d'ailleurs, avec objectif de traduire de l'anglais vers une langue, à mon avis, en danger, sans qu'un traducteur humain n'ait à intervenir. Alors, le modèle, il est supervisé. On va commencer simple, c'est-à-dire qu'il faut avoir un corpus de texte parallèle bilingue, idéalement assez large. Donc, ici, on a un exemple, on a hello d'un côté et une langue traduite de l'autre côté. Et là, au milieu, on a 3 boîtes qui font cette traduction automatique sans qu'il y ait un être humain. Mais déjà, au début, il nous faut un corpus qui est transformé en numérique et ensuite, un réseau neural l'utilise pour ajuster ses paramètres, comme vous le savez tous,
jusqu'à ce que les traductions soient assez bonnes. On connaît la traduction. Et après cet entraînement, le modèle, donc, au milieu, sera prêt à traduire du texte qu'il n'a jamais vu, avec une qualité plus ou moins acceptable. Je sais qu'il y a des approches bien plus récentes basées sur les modèles comme BERT de Google ou GPT-2 de OpenAI, mais aujourd'hui, regardons ensemble un cas plus simple avec un corpus plus réduit. Si vous êtes spécialiste en linguistique de l'IA, donc bon, vous allez vous ennuyer un peu, mais je pense qu'on va passer du bon temps. Alors, on va regarder ça. Ce que j'ai là, je suis en ligne sur Google Colab. J'ai un code Python. Ce que je fais d'abord, c'est utiliser l'offre gratuite de Google de GPU. On a eu une présentation ce matin qui nous a parlé du cloud et des machines virtuelles. Alors, on a de la chance d'avoir en ligne ces offres gratuites. Alors, on va les utiliser. Ce que je fais, j'ai un jeu de données illustratif que j'utilise dans ce projet qui est constitué de 51 paires de phrases Yemba anglais accessibles sur GitHub. Alors, qu'est-ce que c'est Yemba? Voilà. Alors, on a besoin, Yemba, c'est une langue peut-être proche de vous ou loin de vous. Vous avez ici certains mots de la langue Yemba. Elle n'est pas connue effectivement, elle est en danger de disparition comme beaucoup d'autres langues africaines. Et ce que nous allons faire, on se pose la question, peut-on traduire de l'anglais vers le Yemba de façon automatique? Nous utiliserons un modèle simple de séquences. Nous utiliserons une librairie Python appelée Keras et nous ferons le tout en ligne sur Google Colab. Alors, allons-y. Donc, nous avons ici un lien vers notre corpus. Nous le téléchargeons directement dans notre fichier par ce code qui n'est pas très propre, mais il fait ce qu'on veut. Et comme vous voyez, vous avez une phrase en Yemba et la traduction en anglais. Nous avons 51 paires de phrases. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Normalement, un corpus devrait avoir plus que ça. Mais comme j'ai dit, on fait un cas simple et c'est à vous de jouer avec un corpus un peu plus large, mais le principe reste le même. Alors, nous avons des phrases. Et dans chaque phrase, nous avons des mots et chaque mot est fait de caractères. Mais on a à notre disposition des algorithmes qui aiment les chiffres. En fait, à la base, les processeurs des ordinateurs, comme vous savez tous, et nos enfants déjà aujourd'hui, effectuent une arithmétique simple comme l'addition et la multiplication de nombres, et ainsi font les algorithmes de machine learning. Donc, en première étape, il faudrait qu'on transforme ces mots en chiffres. Et on le sait déjà, en ce qui concerne le traitement des images, on connaît tous les pixels, on connaît tous les codes RGB, et en fait, on va faire la même chose avec le texte. Et pour ce faire, il faudrait qu'on transforme le texte en numérique en utilisant un modèle de langage. Et ces modèles sont plus ou moins compliqués. Certains attribuent des probabilités, des fréquences ou des algorithmes obscurs. D'autres vont plus loin, utilisent la sémantique, les relations entre les mots, les contextes. Mais à la fin, on a des chiffres. À la fin, dans ce cas, par exemple, c'est un one-hot encoding. Vous voyez, on a un vecteur en longueur fixe et on se dit, OK, quand la première position a 1, on sait exactement que c'est le mot suivant.
Si c'est l'avant-dernière position, on sait que c'est ce mot. Donc voilà, on a dans des chiffres, on n'a plus d'air, on n'a plus des lettres. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de coder quoi que ce soit. Tout est fourni par Keras. On utilise son tokenizer. Et en quelques lignes de code, on sait exactement qu'on a un vocabulaire. On sait que dans notre corpus, il y a 176 mots distincts anglais et 174 mots distincts en Yemba. Et on sait aussi que la plus longue phrase anglophone dans notre corpus a 18 mots et la plus longue phrase en Yemba a 14 mots. Alors quand on sait ça, on peut donc transformer une phrase en un vecteur de chiffres. Par exemple, cette phrase, elle est transformée en vecteur de 4 chiffres et où chaque mot dans la phrase a un numéro unique. Voilà, lorsqu'on a fait ça, maintenant on peut passer à quelque chose qui peut apprendre à faire cette traduction qu'on a fournie basée sur ce corpus bilingue, avec l'espoir de pouvoir traduire quelque chose après que l'algorithme n'a pas vu. Donc, nous utilisons ici un exemple simple, comme je disais, c'est le modèle séquence, la séquence. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle il s'appelle séquence? Séquence, c'est un nom donné par son inventeur Sutskever, qui ailleurs a fourni cela, et c'était le début où Google Translate devenait de plus en plus puissant. Aujourd'hui, j'utilise une combinaison un peu différente, mais au début, Google Translate utilisait ça, avec bien sûr plus de données, plus de couches. Mais l'idée, c'est que ce monsieur, il a découvert qu'au lieu de traduire phrase par phrase, comme notre cerveau le ferait, on peut transformer la phrase en un vecteur de contexte beaucoup plus petit, mais il a une dimension, une longueur fixe, c'est un vecteur de contexte. Et puis maintenant, lorsqu'on a ce vecteur de contexte, on peut utiliser des différents systèmes de décodage pour traduire ce vecteur de contexte en différentes langues. Et aujourd'hui, nous allons le faire en Yemba. Donc, dès qu'on a ce vecteur de contexte, alors le jeu, c'est beaucoup plus simple. Donc, chaque séquence d'entrée et de sortie doit être codée en nombre entier, comme on a dit. Maintenant, on doit aussi l'étendre en un vecteur fixe, n'est-ce pas? Cette phrase, par exemple, elle a 4 mots, mais comme on a vu, il y aura une phrase qui aura 18 mots. Donc, en fait, on va mettre en entrée un vecteur de 18 mots et remplacer les mots manquants par des zéros. Donc, on a un vecteur fixe, de taille fixe en entrée, et on a un vecteur de taille fixe en sortie qui aura la taille de notre vocabulaire Yemba, donc 14 positions. Et maintenant, quand on a ça, nous pouvons donc diviser notre tout petit corpus encore en 2 parties, comme vous le faites chaque jour lorsque vous faites des modèles en machine learning. On va prendre 40 phrases qui vont permettre à notre algorithme d'apprendre comment traduire. Et puis, nous allons tester donc son apprentissage sur 11 phrases. On va choisir ces phrases de façon aléatoire. Et c'est ce que fait ces petits codes. Ce code ne fait rien d'autre que de transformer donc notre corpus en chiffres, de compléter avec des zéros, et puis de diviser le corpus en 2 groupes, un groupe pour l'entraînement et un groupe pour les tests. Et voilà, on a un exemple. On a cette phrase en anglais, et puis on a donc le vecteur d'entrée. Comme on a dit, il aura 17 positions, si je ne me trompe pas.
Je vérifie 18. Donc 18 positions. On a donc notre vecteur en entrée, voilà. Et on a fait la même chose pour le Yemba. Voilà. Et au niveau du Yemba, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a transformé, on a transformé ces chiffres en one-hot encoding, c'est-à-dire qu'on les a transformés en binaire. Parce que, en fait, le modèle va plutôt prédire la probabilité que ce mot-ci est traduit en tel mot du vocabulaire Yemba avec une probabilité de X%. Donc, en sortie, il faudrait qu'on transforme chaque phrase Yemba en une matrice comme celle-ci. Voilà. Donc, ici, comme vous voyez cette matrice, ce premier mot Yemba est forte, est converti en un vecteur one hot, et vous voyez la position en fait des 173 positions, des 173 mots dans le vocabulaire. Il a cette position ici là. Donc pour chaque mot, on a un tel vecteur et on obtient une matrice qui représente cette phrase Yemba. Donc je répète, en entrée, on a donc ce vecteur, et en sortie, on a cette matrice là pour chaque phrase Yemba. Et on est prêt. Voilà. Donc maintenant, nos données sont préparées et il faut maintenant qu'on prépare l'algorithme, n'est-ce pas, qui va apprendre. Et dans les modèles séquence à séquence, généralement, on n'utilise pas des réseaux de neurones, communs, on utilise plutôt ceux qui ont une capacité de se souvenir du mot qui est venu avant, ou bien des deux mots qui sont venus avant, le mot qu'on est en train de traiter maintenant. On a besoin d'un réseau neuronal spécial. Et ici, on a, généralement, on utilise un LSTM. Vous le savez tous mieux que moi. L'alternative, c'est d'utiliser un GRU, mais dans tous les cas, c'est un réseau neuronal avec des paramètres dont on ne connaît pas la valeur en ce moment. On utilisera une seule couche pour faciliter les choses. Et puis maintenant, on utilise en fait Keras pour définir notre modèle. Très simple. Je me souviens avant, on devait proclamer tout ça, mais aujourd'hui, avec ces librairies, on dit tout simplement, OK, voilà mon modèle, il a cette couche, ensuite il a une deuxième couche, ensuite il a une troisième couche, et ce sera mon modèle de codage. Après, mon modèle de décodage, il a une couche LSTM, ensuite il a une autre couche pour le one-hot, pour la prédiction de probabilité, et on définit tout simplement l'optimizer qui va regarder la traduction comparée avec la bonne traduction, calculer la perte, ajuster les paramètres, et ainsi de suite. Donc, pour me répéter, dans la première couche, c'est tout simplement une couche d'incorporation qui transforme ce vecteur de la phrase anglaise en vecteur de contexte. Généralement, c'est ce qu'on fait. Alors, ce vecteur de contexte, qui normalement est comprimé, comme on a vu avant, on n'invente rien là, on utilise Word2Vec. C'est un modèle de données qui sait calculer ce genre de vecteur. On ne se casse pas la tête. Et après, on a une deuxième couche LSTM qui va donc prendre ce vecteur de contexte et ensuite passer à une troisième couche qui va s'assurer que la taille de sortie est la même que la taille du langage, du vocabulaire du langage de sortie. Parce que là, on a 14 la taille du vocabulaire, mais la longueur maximale de la phrase de sortie. On en a 14, n'est-ce pas? Et en entrée, on a 18. En fait, c'est ce que cette couche fait. Et puis là, le décodeur, lui, donc, il va prendre ce vecteur de contexte et il va essayer
prédire la position du mot Yemba qui correspond au mot d'entrée anglais qu'on a eu avant. Et voilà, c'est tout. On a donc notre modèle et qui a d'ailleurs plus d'1 million de paramètres inconnus. Et maintenant, il faut qu'on lui donne les données qu'on a préparées avant afin d'avoir la valeur optimale de ces paramètres-là. Donc, on utilise l'optimiseur Adam pour minimiser la perte anthropique catégorique, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et puis, on le fait en tout petits morceaux, quoi. On prend un tout petit morceau de notre corpus d'entraînement. Après, on remélange, on prend notre petit morceau. Voilà. Et cette façon s'est avérée être pas mal pour l'entraînement. Donc, on le fait sur Google Colabs, on a pu le faire en quelques minutes. En quelques minutes, on a ça. Alors, maintenant, lorsqu'on l'a fait, maintenant, on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et pourquoi est-ce que ça devrait fonctionner? En fait, ce qui se passe, c'est que l'encodeur, on a ici dans cette petite vidéo, je vous la montre, j'espère que vous la voyez. Peut-être je devrais faire plus grand. Ici, ça se voit. Oui, je ne sais pas si tu peux l'agrandir, mais c'est visible. OK, je vais en bas. C'est un objet embedded, right? Okay. Oui. Ouais, c'est exactement, Ghislain, c'est une vidéo qu'un monsieur très gentil et très bon, c'est Chalamar, il a faite. Je vous invite à visiter son GitHub. Comme vous voyez, en fait, l'encodeur, lui, il traite chaque mot. Donc, en fait, il traite le chiffre correspondant de la phrase d'entrée anglaise. Il la compresse dans un vecteur appelé contexte. Et après avoir traité toutes les séquences d'entrée, il va donc envoyer le contexte au décodeur. Donc, ici, on a ce mot, n'est-ce pas? On a cette phrase « je suis étudiant ». Ça, c'est un autre contexte, bien sûr. Ici, on a plutôt l'anglais et le Yemba, mais on peut le faire avec n'importe quelle paire de langues. Et voilà. Donc, c'est comme ça produit la phrase de sortie. Et nous devons donc transformer les mots d'entrée en vecteur avant de les traiter. Là, je reviens là-dessus, mais avant de le faire, pour qu'on soit tous convaincus que ça marche, donc je vais exécuter le code de haut en bas. C'est la beauté de Colab. Donc, on peut mettre des commentaires et exécuter ce qu'on veut, réexécuter encore. Donc là, je vais exécuter le code jusqu'à ce niveau-là. Donc ici, c'est la création du modèle. Ça prend un peu de temps. Et voilà, l'entraînement. Là, j'exécute l'entraînement. Et pendant qu'on a l'entraînement, on peut revenir sur ces notions-là pour mieux les appréhender ou rafraîchir la mémoire. Donc, en fait, lorsqu'on a les mots en entrée en vecteur, les mots en entrée, il faut les transformer dans un vecteur de contexte. Pour voir un peu comment ça fonctionne, on a encore cette image-là qui nous permet de comprendre que le jeu, il est transformé en ce vecteur, le suis, il est transformé en ce vecteur, et ainsi de suite. Et ces vecteurs sont donc calculés par la couche qu'on a vue avant, là, cette couche embedding. Nous n'avons pas besoin de les calculer nous-mêmes. Donc, en fait, puisque le décodeur et les décodeurs sont tous des LSTM, et comme vous savez, ce sont des réseaux neuronaux de séquences. Donc, à chaque étape du temps, ici c'est une erreur, ça devrait être LSTM. Donc, l'un des
l'un des LSTM, je corrige ça tout de suite, il met à jour son état caché en fonction des entrées qu'il a vues précédemment. Donc, pour que ce ne soit pas trop confus dans notre tête, on a cette vidéo cette animation qui le montre un tout petit peu là. Dans le jeu entre, il y a un état de sortie, ensuite le suit, ensuite l'étudiant, et puis l'état caché est passé au décodeur, qu'il utilise donc pour décoder la phrase en anglais. En fait, c'est ce qui se passe lors de l'entraînement. Bien sûr qu'il ne va pas tout de suite décoder en une bonne phrase, donc il y aura une erreur, et cette erreur-là, on essaye de la minimiser. C'est pour cela qu'on a en fait cette erreur qui se réduit avec le temps. Et par contre, on a aussi cette erreur dans le corpus de validation qui se réduit. En fait, lorsqu'elle est au minimum, normalement, on devrait arrêter l'entraînement, n'est-ce pas? Parce qu'après, en fait, il apprend, c'est vrai qu'il apprend, il fait du overfitting, ce qu'on dit généralement, comme vous savez, il apprend trop bien. Ça veut dire qu'il va bien traduire les phrases du corpus d'entraînement, mais il ne pourra pas être assez performant sur quelque chose qu'il n'a pas vu avant, n'est-ce pas? Parce qu'on voit l'erreur augmente. Donc, on ne devrait pas trop l'entraîner. Mais ici, déjà, vous voyez que, bon, ça marche. Au moins, s'il apprend quelque chose et puis il ne fait pas d'erreur, déjà après environ 200 étapes, il ne fait plus d'erreur, il traduit de façon parfaite dans le corpus d'entraînement. Alors, est-il si bon? Il y a une phrase qu'il n'a pas vue. C'est ce qu'on va faire. Nous pouvons donc utiliser le modèle qu'on vient d'entraîner pour traduire un vecteur de phrases anglaises en Yemba. Hurrah, c'est le moment. Donc, on a ce petit code-là qui le fait. On lui donne une phrase qu'il n'a jamais, une phrase comme ça, qu'il n'a jamais vue, mais en utilisant les mots du vocabulaire qu'on a considéré avant. Et puis, on utilise le modèle, comme vous voyez ici, on utilise le modèle pour faire une prédiction. Mais avant, bien sûr, on doit transformer cette phrase en chiffres, comme on a appris. C'est ce qui se passe là, en utilisant le tokenizer. Et puis, on passe dans ce vecteur au modèle qui fait la prédiction, comme vous voyez ici. Et puis, la prédiction, en fait, ce sont des chiffres, n'est-ce pas? Ce sont des chiffres qui disent, ça, c'est la probabilité que ce soit ce mot. Par exemple, que ce mot, c'est probable que ce soit ce mot-ci, mais peut-être c'est aussi celui-là. Alors, on va prendre le mot qui a la probabilité la plus grande. Donc, lorsqu'on a tous ces mots-là, ces chiffres, on doit retrouver le mot correspondant à ce chiffre dans le dictionnaire Yemba. Donc, c'est ce qui se passe ici avec le tokenizer Yemba. Et voilà, on obtient donc la traduction du modèle. Donc, voilà comment le modèle a traduit cette phrase. Pour ceux qui comprennent Yemba, c'est pas parfait, mais on peut déjà dire, OK, c'est pas parfait, mais est-ce que ça va dans la bonne direction? Et pour cela, on va utiliser l'algorithme bleu. C'est un algorithme qui permet de mesurer la qualité d'une traduction en comparant les groupes de mots entre ce qu'on a traduit et ce qu'on devrait voir. Donc là aussi, on peut utiliser des fonctions, on peut calculer cela comme ça avec une fonction Python qu'on a. Donc, on va lui passer tous les mots, toutes les phrases du corpus d'entraînement et on calcule donc le résultat bleu. Si on compare mot par mot, ou bien si on compare les groupes de 2 mots, les groupes de 3 mots, les groupes de 4 mots, on voit que c'est pas mal. Avec un si petit modèle et seulement quelques phrases, 40 phrases, on a atteint un score bleu de 44 sur le modèle de training.
Et sur le corpus d'entraînement et sur le corpus de tests, on voit qu'on a aussi, on n'a pas 0, on a quand même 35, un score bleu de 35. Donc, ça nous donne déjà une idée que, waouh, ça pourrait marcher. Si on a un corpus beaucoup plus large, si on a un réseau avec plus de couches, si on essaye de changer l'optimiseur, le learning rate et tous ces paramètres-là, peut-être on peut avoir quelque chose vraiment de bon. Donc, voilà ce qu'on a fait. Et là, on se dit, waouh, c'est pas si mauvais que ça. C'est vrai que ces langues-là, la moitié, on va disparaître d'ici la fin de ce siècle, mais on va pas, on ne veut pas accepter ça, n'est-ce pas? Un exemple, c'est l'hawaïen qui était pratiquement éteint. Et puis, il y a eu un mouvement et vous avez aujourd'hui 24 000 locuteurs de cette langue. Ce qui montre qu'on peut faire quelque chose. Et comme Mustapha Cissé disait hier, en Afrique, nous avons environ 1,2 milliard d'habitants et actuellement environ 2000 langues parlées. Et dans les années 2050, on aura beaucoup de spécialistes en intelligence artificielle en Afrique parce que la population va doubler, comme Mustapha l'a si bien dit, et il s'y connaît vraiment. Mais la question alors, c'est combien de langues on aura? Et je pense que cette question, hein, la réponse se trouve entre nos mains. Merci pour votre attention. Merci Michel pour cet aspect vraiment pratique, comme tu aimes, pédagogique, comme tu aimes bien et c'est très bien le faire. C'est très intéressant. Du coup, il y a des questions dans le chat. Donc, on va rapidement, on va les passer au début. Je remonte là. Alors, donc, notre ami Alfred demande, donc merci de la présentation. Alors, pour vous, alors quel est l'intérêt de préserver une langue que personne ne parle? C'est un peu, donc, il veut savoir quelles sont les motivations, les ambitions vis-à-vis à la préservation de ces langues. J'imagine que ça entre dans tout ce qui a motivé cette présentation. Michel? Ça, c'est une très bonne question que tout le monde se pose, y compris moi. Quel est l'intérêt? Nous avons l'anglais, nous avons le français, nous avons l'espagnol, le chinois. Alors, pourquoi s'intéresser à quelques milliers de langues qui sont parlées par seulement quelques-uns? Les linguistes les anthropologues voient une langue pas seulement comme un moyen de communication, mais comme un outil d'identité culturelle, comme un médium, comme une richesse, un patrimoine humanitaire. Donc, c'est le mot, en fait, exactement, pour ceux qui croient et qui lisent qui lisent des livres spirituels, la Bible, le Coran, les livres, tous ces livres-là reviennent à ce mot. Donc, le mot a une certaine valeur qui va au-delà de cette représentation visuelle ou bien de cet outil de communication. Ouais. Ouais. C'est vrai que la langue comme entité, ça permet aussi permet d'identifier les peuples, effectivement. Il y a beaucoup aussi, de plus en plus, dans beaucoup de pays, même européens, beaucoup veulent revenir à cette identité de certaines langues qui sont parfois plus utilisées. Je vois ici, j'ai vu en Espagne tout récemment, il y a tout un débat autour de proscrire le fait que l'espagnol soit soit la seule langue officielle. Donc, de plus en plus, ils veulent rajouter le catalan, le basque, ainsi de suite, pour essayer de
c'est l'idée de vulgariser un peu ces langues. Je vois aussi en France, il y a je crois que c'est il y a des élèves peuvent décider de faire le bac dans une langue, breton par exemple. Voilà, donc s'il y a ce besoin de revenir sur tout ça. Merci. Alors, il y a une question de Eugène qui demande, par exemple, quelles sont les caractéristiques d'un ordinateur pour pouvoir exécuter les programmes, par exemple, comme le programme que tu as utilisé. J'imagine que la réponse est dans les slides. Tu peux dire un mot? Oui, ça c'est une excellente question. En fait, comme vous voyez là, Eugène, j'utilise simplement, je le fais en ligne, quoi. Donc, j'ai besoin d'un browser, c'est tout. Et le reste se fait en ligne sur Google Colab. Dès que j'ai un compte Gmail, je peux entrer cette URL, Colab Research Google.com, et directement, je peux créer un fichier Jupyter Notebook et importer les librairies dont j'ai besoin. Ils sont presque tous sur Google Colab. S'il n'y en a pas, je peux en installer avec la commande pip install ce que je veux. Puis j'utilise. Je n'ai pas besoin de quoi que. Pas, du moins, je pense pour ce cas-ci, on n'a pas besoin de son ordinateur personnel. Ouais, j'imagine que dans l'article, tu as le lien vers le Google Colab, non? Ou bien tu pourras le partager après? Ou je leur ai demandé. Ah oui, bien sûr. Ouais, parfait. Super. Alors, il y a une autre question de notre ami Aruna Sani qui dit, déjà merci pour la présentation. Vous avez parlé des langues qui disparaissent. Il voulait savoir s'il y en a de nouvelles créées ces dernières années. Ah, ça c'est une excellente question. On peut imaginer avec le deepfake, les algorithmes, voilà, pour générer de nouvelles langues de manière, je sais pas moi, aléatoire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ça c'est pourquoi pas créer une nouvelle langue. Nos enfants le font, n'est-ce pas? et en fait, les langages de programmation sont aussi créés. Beaucoup de ces langues sont seulement parlées, ne sont pas écrites, donc on utilise le langage phonétique international pour essayer d'écouter et de traduire, par exemple, le Yemba. Le Yemba, cette écriture existe depuis environ 20 ans, 25 ans seulement. Et oui, on peut effectivement, pourquoi pas, créer une langue. Okay, Mais je ne sais pas s'il y en a, je n'en connais pas qui ont été créés et qui sont parlés. C'est ça. Alors, la question de notre ami Diouberou K, qui demande, non, merci, il voulait revenir sur le graphe des erreurs. Est-ce qu'il y a une relation mathématique liant une erreur qui croît et l'autre qui décroît? J'imagine là où tu parlais de overfitting, par exemple, où tu avais le graphe bleu. Oui, je crois que ça doit être ça. Oui, ça c'est une excellente question aussi, Diabairo. Merci. Donc, en fait, c'est la même fonction d'erreur, mais qui est évaluée sur deux corpus différents. Donc, c'est pour cela qu'il y a cette différence. Le bleu montre l'erreur dans la perte, l'erreur sur le corpus qui a été utilisé pour maximiser, pour trouver les paramètres, les valeurs de paramètres idéales. Et le rouge montre l'erreur sur le corpus de validation qui n'a pas été utilisé lors de l'entraînement. Et l'algorithme le fait à chaque étape. Dans chaque étape, lorsqu'on a une valeur pour les paramètres, on prend dans ce modèle, on l'évalue sur le corpus d'entraînement et on l'évalue aussi sur le corpus de validation en même temps. On obtient une valeur d'erreur et lorsqu'on passe à l'étape suivante, on répète la même chose, ce qui nous donne cette différence-là. C'est ce que
C'est ce que vous voyez ici dans ce code. En fait, lorsqu'on fait l'entraînement, on lui passe le corpus d'entraînement, mais aussi on lui passe le corpus de validation, qui est différent de celui d'entraînement. Alors, il y a quelqu'un qui dit que j'ai sauté sa question, je vais voir. Ok, on va prendre une autre. Je crois on va prendre la dernière. Le reste des questions, on va te les envoyer et puis tu pourras les répondre voilà, tranquillement. Alors, il y a une autre question. Il y en a plusieurs. Hein. Norbert dit qu'il n'a pas toujours la réponse, monsieur Norbert Sauvé, qui n'a pas toujours la réponse à la question est-ce que l'IA peut empêcher les langues en danger de disparaître? Il voulait la réponse, voilà, il voulait voilà, quelque chose qui lui dise ben, effectivement, oui, non, c'est pas. Qu'en dis-tu? Ouais, ça c'est une très bonne remarque. Je n'ai pas de réponse oui, je n'ai pas de réponse non. Il y a beaucoup d'efforts faits par des organisations très puissantes et qui ont beaucoup de ressources. À mon avis, on pourrait faire plus. Et si on fait plus, si effectivement ceux qui ont tant de ressources et qui ont accès aussi à... Il ne s'agit pas seulement de la ressource technique, mais aussi de la ressource, des ressources humaines. Eh bien, Norbert, je pense que ce serait possible. Super. Donc, merci beaucoup. On va récupérer donc, les questions. On va pouvoir les récupérer et te les envoyer pour que tu puisses les répondre. En même temps, en renvoyant avec les slides, on pourra mettre en ligne sur le site pour qu'ils aient aussi la partie questions-réponses et les slides. Bon, les slides, ils ont les liens. Quoi, donc, les slides, si possible. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cette présentation assez pédagogique et j'espère que nos étudiants ont pu passer de bons moments. Donc, on va avoir une petite pause santé. Je propose. Attendez, je vais mettre le programme. C'est pas le programme. Donc, je propose donc qu'on revienne. Merci à vous et excellente soirée à tout le monde. Ou journée, dépendant du temps. Bye bye. Bye.